Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, une date, le 7 avril 2026. Dans l'histoire des crises du Golfe, cette date comptera pour une raison ou pour une autre. Soit parce que Trump aura frappé, soit parce qu'il aura reculé encore une fois, soit parce qu'un accord impossible aura été arraché à la dernière heure. Nous ne savons pas encore laquelle, mais nous savons déjà que quelle que soit l'issue ce soir, quelque chose a changé dans l'architecture énergétique mondiale, dans la crédibilité du dollar, dans les équilibres entre Washington, Pékin et New Delhi. Il est presque 9 heures à Paris, il est presque 3 heures du matin à Washington et dans un peu plus de 17 heures, l'ultimatum expire. 20 heures, heure de Washington, soit 2 heures du matin ici, dans la nuit de mardi à mercredi. D'ici là, cette journée va s'écrire heure par heure. Ce matin, nous avons donc choisi de ne pas simplement relayer les dépêches, nous avons choisi de vous donner les clés pour comprendre ce qui se joue vraiment, parce que derrière l'ultimatum de Trump, il y a une guerre économique méthodique contre les infrastructures iraniennes. Derrière le refus de Téhéran, il y a un calcul de survie politique. Derrière les arbitrages de l'Inde et de la Chine, il y a une recomposition silencieuse de l'ordre mondial. Et derrière la fuite des treasuries, il y a une question qui commence à se poser à voix haute. Le privilège américain d'emprunter en dollars auprès du monde entier est-il encore garanti? Cette actu ce matin, du détroit d'Ormuz aux marchés obligataires, de Téhéran à Pékin, des centrales électriques iraniennes aux indices ISM américains, parce que cette guerre n'a pas de frontières ni géographiques ni financières. Bonjour, ce matin, le monde regarde une pendule. Il est 9 heures à Paris, il est 3 heures du matin à Washington et dans 17 heures, l'ultimatum de Donald Trump expire. 20 heures, heure des États-Unis, soit 2 heures du matin à Paris dans la nuit de mardi à mercredi. La situation n'a pas évolué depuis hier soir. L'Iran n'a pas rouvert le détroit d'Ormuz, Téhéran n'a pas accepté le cessez-le-feu de 45 jours proposé par Washington. Il a envoyé une contre-proposition, cessez-le-feu permanent, levée des sanctions, indemnisation de guerre, que Trump a jugée insuffisante. Ce matin, en Iran, des chaînes humaines se forment devant les centrales électriques. Le vice-ministre de la Jeunesse a appelé la population à s'y rassembler à 14 heures heure locale. Les gardiens de la révolution iranienne qualifient, eux, les menaces américaines de délirantes et promettent une riposte d'ampleur inédite en cas de frappe sur des infrastructures civiles. À Washington, l'armée américaine a finalisé ses listes de cibles énergétiques iraniennes. Les négociateurs sont pessimistes. Trump, en privé, l'est aussi. 3 scénarios sont désormais sur la table ce matin. Une prolongation de l'ultimatum. Trump l'a déjà fait plusieurs fois. Un accord de dernière minute. Les médiateurs y croient peu. Ou des frappes sur les ponts et les centrales. Le ton a donc changé. Ce n'est plus un ultimatum diplomatique, c'est une menace de destruction. Hier, lundi soir, 6 avril 2026, Donald Trump a été d'une clarté absolue. Si le détroit d'Ormuz n'est pas réouvert d'ici ce soir 20h, heure de Washington, l'Iran sera renvoyé à l'âge de pierre. Plus de ponts, plus de centrales électriques. Sur la question des crimes de guerre, Trump n'a pas scié. Le vrai crime de guerre, selon lui, serait de laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Téhéran méprise la menace. L'armée iranienne la qualifie d'arrogante, sans effet sur ses opérations. L'ambassadeur iranien à l'ONU a écrit à Antonio Guterres pour dénoncer des violations flagrantes du droit international. Avertissement que le silence de la communauté internationale aurait des conséquences au-delà de la région. Cette nuit, les faits ont continué de s'accumuler. Téhéran a été de nouveau frappé. Israël a revendiqué une vague de frappes sur la capitale et d'autres régions, tandis que ses défenses interceptaient simultanément des missiles iraniens. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé la mort de leur chef du renseignement, Majid Kademi, et juré par la suite de le venger. L'Arabie Saoudite, elle, a intercepté 7 missiles balistiques ce matin. Au Kurdistan irakien, 2 civils ont été tués par un drone iranien dans la nuit. Au Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution sur la navigation dans le détroit est soumis au vote aujourd'hui. Texte déjà largement vidé de sa substance. 39e jour de guerre et rien n'indique que ce soit le dernier. En effet, au 39e jour du conflit, les frappes ne ciblent plus seulement l'appareil militaire iranien, elles visent son économie. Et Téhéran le sait, et c'est précisément pourquoi elle refuse de négocier sans garantie
structurelle. Hier, lundi, Israël a frappé pour la deuxième fois le complexe pétrochimique d'Assalouet dans le sud du pays, la partie industrielle terrestre de South Pars, le plus grand gisement de gaz naturel du monde, partagé avec le Qatar. Ce site est doublement stratégique. Il assure près de la moitié de la production pétrochimique nationale et constitue la principale source d'énergie domestique de l'Iran, gaz de chauffage, électricité, industrie de base. Combinée à la frappe du 18 mars dernier, cette attaque a neutralisé 85% des exportations pétrochimiques iraniennes selon le ministre de la Défense Israël Katz, un secteur qui génère entre 10 et 15 milliards de dollars par an. Téhéran reconnaît que la remise en état prendra 2 ans et la semaine précédente, les Assiris d'Avaz et d'Ispahan avaient déjà été touchés. Netanyahou l'assume sans ambiguïté, l'objectif désormais est de détruire la machine à cash des gardiens de la révolution. C'est une guerre économique assumée, conduite infrastructure par infrastructure. Les marchés ont immédiatement réagi. Le Brent a tutoyé les 114 dollars hier le baril, au plus haut depuis 2022. Les armateurs contournent le golfe par le cap de Bonne-Espérance. Le trafic y a doublé jusqu'à 150 navires par jour. Délais allongés, coûts de fret en hausse, la pression se diffuse à l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiales. Téhéran riposte en ciblant des infrastructures énergétiques au Koweït et aux Émirats. Après la frappe de mars, Trump avait pourtant promis qu'Israël n'attaquerait plus South Pars, promesse manifestement caduque. Le détroit d'Ormuz reste le principal levier iranien alors que Washington a fixé à ce soir l'ultimatum pour sa réouverture. La question que personne ne se pose encore, une économie iranienne privée de 85% de ses revenus pétrochimiques, dont la population subit déjà des coupures d'électricité en période de canicule, peut-elle tenir 6 mois? Les précédents historiques, Irak des années 90, Corée du Nord, suggèrent que les régimes sous pression économique maximale durcissent leur position avant de plier. Téhéran n'est pas en train de capituler, elle est en train de calculer le prix minimum acceptable d'une sortie et ce prix monte chaque semaine que dure le conflit. New Delhi, de son côté, n'a pas attendu le cessez-le-feu pour trouver sa sortie. Pour la première fois depuis 2019, l'Inde a en effet repris ses importations de pétrole et de gaz iranien. Un navire transportant 44 000 tonnes de GPL iranien vient en effet d'accoster dans un port du sud du pays. 7 ans d'interruption soldés en quelques semaines de conflit. La raison est d'abord arithmétique. Le prix moyen du panier de brut indien est passé de 69 dollars le baril en février à 113 dollars en mars. Les importations de pétrole russe ont quasiment doublé, mais sans suffire à compenser les perturbations. New Delhi n'a donc plus le luxe de l'exclusivité. Mais derrière la logistique, il y a une posture politique assumée. L'Inde a en effet refusé de rejoindre la coalition navale proposée par Washington pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Elle a négocié directement avec Téhéran le passage de ces 17 navires bloqués. 7 ont déjà franchi le détroit. Le calcul est froid, acheter du pétrole iranien pour garantir un couloir maritime sans s'aliéner ni Washington ni Moscou. Si le conflit se prolonge au-delà de l'été, l'Inde sera structurellement contrainte d'approfondir cette dépendance iranienne et Washington devra choisir entre sanctionner New Delhi ou fermer les yeux pour préserver l'accord commercial en cours de négociation. Ce dilemme américain est exactement ce que Modi exploite. Le non-alignement indien n'est pas idéologique, il est un levier de négociation commerciale avec les États-Unis eux-mêmes. L'Inde ne prend pas parti, elle prend position et ce, dollar près. Et pendant que l'Iran résiste et que l'Inde arbitre, la Chine, elle, tire les leçons du conflit sans attendre son issue. Xi Jinping a appelé hier à une planification accélérée d'un nouveau système énergétique national. 5 semaines après le début de la guerre, le calendrier n'est donc pas anodin. Le chiffre qui explique tout, les importations chinoises transitant par le détroit d'Ormuz représentent 5% de la consommation énergétique totale du pays, contre 50% pour l'Inde. Pékin est donc structurellement moins exposé et Xi entend le rester. Le charbon
couvre encore plus de la moitié du mix énergétique chinois. Le plus grand barrage hydroélectrique du monde est en construction depuis juillet. Une centrale solaire thermique à 4550 mètres d'altitude au Tibet a démarré ce lundi et ce n'est pas un agenda climatique, c'est une stratégie d'immunisation. La lecture géostratégique est plus profonde encore. Affaiblir l'appareil exportateur de Téhéran, c'est aussi asphyxier un fournisseur complaisant que Pékin utilisait pour contourner le dollar, qui à la manœuvre et y répond non pas diplomatiquement, mais industriellement. Dans 18 à 24 mois, si Pékin atteint ses objectifs de mix énergétique domestique, la Chine sera la première grande puissance à avoir rendu le détroit d'Ormuz stratégiquement secondaire pour elle. Ce moment-là changera les rapports de force en mer de Chine méridionale, car Washington perdra alors un levier de pression énergétique majeur sur Pékin. La guerre en Iran pourrait ainsi accélérer, paradoxalement, le basculement géopolitique en Asie-Pacifique. La guerre coûte cher à Téhéran, elle commence à coûter cher à Washington aussi. L'indice des prix des services de l'ISM a atteint 70,7 points en mars, soit son plus haut niveau depuis 4 ans et la plus forte hausse mensuelle depuis 13 mois. Le seuil d'alerte, je vous le rappelle, est à 50. À 77,7 points, on est donc en surchauffe franche. La mécanique est simple. L'énergie flambe, les coûts des services suivent. Un responsable immobilier interrogé dans l'enquête résume: la hausse du pétrole réduit le pouvoir d'achat et touche tous les secteurs sans exception. Ce qui complique le tableau, c'est l'emploi. L'indice d'emploi dans les services est tombé à 45,2 points en mars contre 51,8 points en février. En dessous de 50, je vous le rappelle, vous le savez, et c'est une contraction. L'inflation, inflation qui monte, emploi qui recule, la définition clinique de la stagflation. La Fed reçoit les données d'inflation de mars vendredi prochain et elle n'a pas de bonne option. Soit monter les taux et ça aggrave le ralentissement, soit les maintenir, mais ça valide l'emballement des prix. Et c'est donc là le piège classique du choc d'offres exogènes, celui que Paul Volcker avait affronté en 1979 après le second choc pétrolier qu'il avait résolu au prix d'une récession brutale. Et si le Brent se maintient au-dessus de 110 $ le baril jusqu'en juin, les données PCE du deuxième trimestre rendront une baisse de taux de la Fed politiquement intenable avant fin 2026. Ce scénario prolonge mécaniquement la pression sur l'immobilier américain, sur le crédit aux entreprises et sur le marché actions qui avait, lui, anticipé 3 baisses de taux cette année. Washington a déclenché ce conflit avec une hypothèse implicite que le coût économique resterait du côté iranien. Cette hypothèse est en train d'être démentie, segment par segment, indice par indice. Et pendant que les diplomates comptent les heures, les banques centrales, elles, ont déjà voté avec leur portefeuille. Depuis le début du conflit dans le Golfe, les instituts monétaires étrangers ont vendu pour 82 milliards de dollars de treasuries en un mois. C'est le plus fort recul observé depuis plus d'une décennie. Leur détention de dette publique américaine tombe à 2700 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis 2012, selon les données de la Fed de New York citées par le Financial Times. Le mouvement vient principalement des économies émergentes et il dit une chose simple: quand la géopolitique déraille, la dette américaine n'est plus l'actif refuge qu'elle était. Certaines banques centrales réorientent leurs réserves vers l'or, le yuan ou bien vers des obligations européennes jugées momentanément plus stables. Ce désengagement arrive au pire moment pour Washington. Le marché obligataire américain est déjà sous pression, taux élevés, risques inflationnistes persistants, déficit structurel. Et si la demande étrangère continue de reculer, le coût de financement de la dette américaine augmente mécaniquement, ce qui place la Fed dans une position inconfortable, et puisqu'elle doit désormais gérer simultanément l'inflation importée par la guerre, le ralentissement de l'emploi et maintenant l'érosion de la baisse d'acheteurs de la dette souveraine américaine. Washington a déclenché ce conflit pour projeter sa puissance, mais la puissance américaine repose aussi sur un privilège, celui d'emprunter en dollars à bas coût auprès du monde entier, et ce privilège-là, il commence à se fissurer. Regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui, et inévitablement, vous l'avez bien compris, c'est l'ultimatum posé par Donald Trump
qui sera en ligne de mire, ultimatum qui est fixé à 20h heure de Washington. Pour nous à Paris, c'est 2h du matin. Donc d'ici là, eh bien, on scrutera heure par heure les évolutions de la géopolitique, des négociations, des pourparlers, puisque cela n'empêche pas les camps bellicistes eh bien, d'être en négociation sous l'égide des autorités pakistanaises. Donc eh bien, chaque information sera décortiquée pour tenter de voir si Donald Trump ne mettra pas à exécution son plan qui, pour certains, même pour tout le monde, pour la communauté internationale, eh bien, flirte avec les limites du droit international. C'est donc ce qui va être suivi principalement par les marchés financiers. Sinon, du côté de la macro, eh bien, on sera attentif au PMI dans les services en France, qui sera publié dans un peu plus d'une demi-heure. Il était ressorti à 49,6 points en février. Il a été modélisé à 48,3 points par le consensus des économistes, donc pour le mois de mars. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. En Europe, je vous le rappelle, les marchés étaient fermés. On va donc s'intéresser aux marchés américains qui ont terminé en hausse hier, portés par un mélange fragile d'optimisme diplomatique et de données économiques solides. Le Dow Jones a progressé de 0,4%, soit environ 165 points. Le Nasdaq Composite a gagné 0,5%. Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,4%, signant avec les deux autres indices leur meilleure performance sur 4 jours depuis mai dernier. Mais sous la surface, les secteurs cycliques eh bien, ont mené la danse. La consommation discrétionnaire a progressé de 0,8%, le secteur financier de 0,6%. Le Russell 2000, baromètre des petites capitalisations américaines, a lui aussi gagné 0,4%, signe que l'appétit pour le risque reste présent malgré l'ultimatum de Donald Trump. Le moteur, eh bien, des créations d'emplois en mars, 3 fois supérieures aux attentes. 178 000 postes contre 59 000 anticipés. Mais pour les professionnels de la finance, eh bien, le sentiment réel est le suivant. Il y a plus de risques que de chances que les choses tournent bien. Les prix du pétrole hier ont terminé en légère hausse. Le marché reste suspendu à l'issue de l'ultimatum de Donald Trump. Le Brent a clôturé à 109,77 $ le baril, en hausse de 0,68%. Le WTI américain a progressé, lui, de 0,78% à 112,41 $, soit son plus haut niveau depuis juin 2022, en hausse de 68% depuis le début du conflit fin février. Le signal qui retient l'attention, eh bien, la circulation semble avoir augmenté dans le détroit d'Ormuz. Un pétrolier turc à destination de la Malaisie a franchi le passage dimanche soir. Un pétrolier battant pavillon indien a suivi lundi en route vers New Delhi. Des mouvements discrets mais que les opérateurs scrutent avec attention. Le détroit reste de facto bloqué. Le trafic y a chuté de 95%, 92% selon les toutes dernières données. Donc trafic qui a chuté d'un peu plus de 90% depuis donc le début du conflit, selon les données compilées par tous les instituts qui suivent l'évolution du trafic dans cette zone particulièrement critique. 1/5 du pétrole mondial y transite habituellement. Une réouverture ferait mécaniquement baisser les prix de 10 à 15 $ le baril, mais la détente ne suffirait pas. Un tiers des raffineries du Golfe ont été endommagées depuis février. La pénurie structurelle, elle, ne se résoudra pas en une nuit, et ce, avec ou sans accord. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 7 avril 2026 et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Mathieu Serron et son chronocac. À tout de suite sur TV Finance.